Coucou YouTube en même temps. Voilà, ça va être les nouveautés On va faire les envies du mois d'avril. Mais d'ailleurs, en plus, c'est un peu trop tôt là. J'ai même pas mis la bonne slide, vraiment. Rien ne va. Donc, comme d'habitude, bienvenue dans le live manga numéro 81. On va parler des nouveautés du mois d'avril. Avec 4 titres comme d'habitude. Il y a eu de très bons crus, je trouve, sur ce mois d'avril. Je suis trop content de pouvoir en parler. Ça fait plaisir de repartir sur un mois où vraiment... moi, j'ai eu vraiment eu des kiffs. Il y a eu pas mal de belles nouveautés et du coup, moi, j'en ai fait une petite sélection pour mes envies du mois d'avril. Donc ce soir, je vais vous parler de 4 titres comme d'habitude pour avril. Je vais vous parler de Meteoria qui est sorti chez Kurokawa. Je vais vous parler de Mad qui est sorti chez Glénat. Je vais parler de Cosmos qui est sorti chez Kiyun. Et je vais vous parler de No Devil qui est sorti chez Kana. Comme d'habitude, la petite question, est-ce que vous commencez les titres? Vous connaissez les titres ou pas? Ah bah oui, effectivement, Stream, c'est en... Profites-en en te reposant de pouvoir bouquiner et de descendre ta palle. Voilà. Ça va permettre de allier l'utile et l'agréable, écoute. Au moins... Comme je dis toujours, je le dis de temps en temps, mais ça peut permettre d'apaiser l'esprit de lire en même temps, donc ça fait toujours du bien. Donc la question, oui, bien sûr, est-ce qu'il y a une de ces nouveautés que vous connaissez, que ça soit un de ces titres-là, alors que Farah va nous dire au revoir pour ce soir. Au revoir Farah, hop là. Personnellement, j'avais une attente en particulier pour ma part, c'était le No Devil. No Devil qui était une belle attente pour ma part et je vais en parler, je vais expliquer pourquoi quand on parlera du titre en lui-même. Voilà. Entendu parler des 4, mais rien lu. Par contre, No Devil me tente grave d'après le silo. Ça me fait plaisir, Stream, ce que tu dis. C'est pas celui qui m'a le plus surpris d'ailleurs dans les 4. Je vais y revenir après. J'ai eu un gros coup de cœur sur un de ces titres-là. Et je vais revenir juste après sur celui-là. Mais il y a un gros coup de cœur sur ce titre-là qui a un potentiel de ma boule, je vous le dis tout de suite, pour ma part. Et il y a un titre que j'ai beaucoup... Il y a 2 titres que j'ai beaucoup appréciés et un que j'ai bien aimé. Voilà. Il y a vraiment aucune douche froide, donc ça fait vraiment plaisir quand ça va comme ça. De temps en temps, ça fait du bien. Et comme pour moi, je trouve il y a vraiment... Et encore là, j'ai pas tout pris. Aucun pour toi, Fléau. Eh ben écoute, tu vas pouvoir ouvrir tes écoutilles et en plus là, il y a un petit peu de tout. Bon, il y a un petit peu de tout, ouais. Donc je disais, on va commencer par ce cher Meteoria. Meteoria, c'est un titre qui est sorti aux éditions Kurokawa. Là, il y a... Attendez, je vous dis la date en même temps, parce que c'est vrai que là, du coup, c'est un peu plus compliqué pour moi. Qui est sorti le 9, voilà, 9 avril. C'est un titre qui est actuellement au Japon en 3 tomes en cours. Et c'est un titre que, déjà, en termes de thématique, je l'ai trouvé intéressant. Pourquoi ? Parce que Meteoria, ça va être dans un univers qui se veut steampunk. Et c'est du steampunk, je trouve qu'on n'en a pas tant en manga. Il y a des titres, il y avait un titre qui était sorti... il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Un titre qui était français en univers steampunk et un autre qui est d'origine chinoise. Mais en tout cas, le steampunk, c'est pas l'univers que on voit le plus. Voilà. Bon, et, récemment, il y avait eu aussi un titre chez Mangetsu. Mais voilà, c'est pas forcément ce qu'on voit régulièrement. Donc du coup, je trouve ça toujours intéressant de s'attarder un peu sur du steampunk. Parce que c'est plutôt chouette. Pour ceux qui connaissent pas forcément le steampunk, du coup, c'est une sorte d'Uchronie où... voilà, RUNZ électrique. Merci Stream chez Mangetsu. Du coup, le steampunk, c'est... on part du principe que l'univers s'est arrêté, enfin la technologie... l'électricité n'a pas forcément été travaillée comme elle a été travaillée dans notre monde à nous, et on a plutôt développé les machines à vapeur. Voilà, on est resté sur les machines à vapeur, et l'ingénierie s'est beaucoup améliorée grâce à ces machines à vapeur. Et au charbon, etc. Bref. Plutôt chouette dans l'univers de steampunk, et là, dans Meteoria, on est dans un univers où... qui est pas sensiblement comme le nôtre, clairement pas, c'est un univers de fantastique, où on va suivre un jeune garçon, du coup, qui s'appelle Kanata, qui est un mineur, parce que on est dans un endroit où il y a une ressource qui est extrêmement rare, qui
c'est une sorte de charbon magique, voilà, qui est un composant qui est absolument incroyable, un combustible qui est absolument incroyable, qui fait 1000 fois du charbon classique, etc. Et du coup, on va suivre Kanata qui est qui travaille avec ses mineurs, voilà, qui essaie d'extraire cette ressource. euh, qui en même temps, il y a de grands dangers, voilà, dans cette ressource. Mais Kanata, ça a toujours été un jeune garçon qui a été mis sous l'aile d'un de ses aînés et qui a noué une sorte de relation père-fils déjà avec cet aîné, qui est plutôt touchante. Et deuxièmement, surtout Kanata, il a toujours dit je sortirai de cet endroit. Et Kanata, c'est quelqu'un de plutôt très intelligent et qui va surtout beaucoup lire. Alors que la lecture, c'est pas très bien vu forcément dans ces milieux qui sont plutôt des milieux ouvriers. Et bah du coup, Kanata, il va essayer voilà, vraiment de tirer au maximum, en tout cas grâce à ses connaissances, voilà, pour essayer de sortir de cette zone. Parce qu'il a une dette à régler vis-à-vis de on ne sait pas qui, voilà. Mais il a une dette à régler, une dette financière. Et ce qui va se passer, c'est qu'un beau jour, évidemment, Kanata va être confronté à une énorme créature qui sort des entrailles de la Terre. Et il va surtout appliquer ses connaissances qu'il a lues dans ses livres. Donc typiquement, il va prendre un énorme rocher qui va balancer qui va balancer entre guillemets sur la tête du monstre. Donc il va faire un petit peu des calculs de gravité, etc. Mais il va surtout essayer de viser au mieux pour pas faire d'autres blessés. C'est là qu'il va se faire remarquer par une espèce on va dire de guerriers prestigieux, voilà, une espèce de guilde prestigieuse. Et c'est à ce moment-là qu'il va intégrer une école, voilà, une école de prodiges, on va dire ça comme ça, qui est vraiment, ouais, vraiment, tu sens que c'est vraiment des prodiges et qui sont hyper connus, quoi. Oui, c'est vraiment ça, Fléau. C'est vraiment le Nakadria de Stargate. C'est vraiment le même délire. C'est une sorte de ressources hyper. Là, ils disent, je crois qu'ils disaient, ouais, t'as du charbon classique dans ce monde-là, et en fait, t'as du charbon spécial qui permet de délivrer 1000 fois plus d'énergie que du charbon classique. Voilà, qui coûte beaucoup plus cher, certes, mais en attendant, si t'arrives à en avoir, ça te permet d'avoir une usine qui fonctionne beaucoup plus. Donc voilà un peu l'univers. Gros point fort du titre pour moi, graphique. Le dessin de Meteoria, il est vraiment à couper le souffle. Les planches du steampunk, la zone steampunk. Ouvre-moi. Salut Stex. La zone steampunk est vraiment incroyable. L'univers steampunk est vraiment bien développé. On a vraiment des machines, on a des machineries de temps en temps qui sont plutôt chouettes. On va avoir des retours scénaristiques plutôt classiques. C'est vraiment un titre qui, par contre, a une lignée scénaristique, je trouve, une écriture relativement classique, mais vraiment efficace. Voilà. C'est vraiment, vraiment efficace. J'ai essayé de vaincre un plus grand challenge que les fléaux. Le capitalisme. Et bien évidemment, il l'avait pas encore fait, forcément. Comment tu vas, Stex? Et je trouve que Meteoria, c'est vraiment un titre qui a été hyper efficace. Pas de... Comment on appelle ça? Il a pas de points faibles plus que ça, je trouve. Il y a juste peut-être le développement. On va voir comment l'histoire est développée parce que du coup, comme d'habitude, on a le côté. On a un prodige qui est repéré, on l'intègre dans une école. Dans l'école de magie, il y a d'autres prodiges, il va se confronter aux autres prodiges, etc. J'ai juste peur qu'on perde un petit peu le côté ouvrier et que ça devienne juste une école classico-classique comme on avait pu avoir. Je pense à. Il y avait d'autres titres comme ça qui. J'avais été moins fan. Là, j'aimais beaucoup le côté un petit peu brut, un peu baston et tout, c'était chouette. Et le côté de l'environnement était très chouette aussi. À voir le développement. Ça va bien, je te remercie, Stex. Ça va bien, ça va bien. Donc voilà pour Meteoria, hyper efficace, et en vrai du steampunk, moi, ce genre de planches je trouve elles sont magnifiques typiquement. Mais du steampunk qui fait qui fait plaisir tout simplement. On est vraiment sur du steampunk action. Alors on n'est pas sur un RIO Electric Doll par exemple qui était plus du contemplatif, je trouvais. Et du tranche de vie contemplatif, là on est vraiment sur un steampunk action. Si vous avez aimé, alors c'était chez Château. Je l'ai chez moi. Il est là. Alors il est là, voilà. Si vous avez aimé un Dragon Metropolis, par exemple, chez Château, ça peut être votre cam. Voilà. En termes de steampunk, dans les équivalents, je trouve que ça peut être votre cam. Même si Dragon Metropolis a une autre intrigue un peu différente. Mais je trouve qu'on a des phases d'action un peu similaires. Voilà. Qui est très chouette. Très très chouette.
Voilà pour Meteoria. Je vais passer au prochain titre, et qui, je peux le dire, est mon coup de cœur du mois d'avril. Ça va être Mad. Mad aux éditions Glénat. Alors, j'ai pas réussi à trouver d'informations sur Ootori Yusuke, mais j'ai un énorme feeling en me disant que le mec, enfin la personne, Ootori Yusuke, a soit été assistant du coup de Fujimoto, donc non, c'est pas une réédition Mad, c'est pas une réédition, c'est une création. Je soit c'est comment on appelle ça, il a été assistant de Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man, soit il est fortement inspiré de Fujimoto, voilà, sur certains points, et en même temps ça me surprendrait pas qu'il soit un petit peu inspiré de Nihei, donc de l'auteur de Blame. Voilà, ça fait vraiment il y a un, moi j'ai l'impression d'avoir fait un croisement entre un Fujimoto et un Nihei. C'est quand même vous donner des standards très élevés, je trouve. Et non, c'est pas une réédition parce que le dessin est très brut. On pourrait croire que ça date un peu, mais non, c'est pas une réédition, hein. C'est vraiment une série qui est en cours actuellement au Japon. Elle est à 6 tomes en cours au Japon. Voilà. Dans le Jump Plus, donc du coup, c'est un petit peu le Jump pour les grands, on va dire. Mais non, non, c'est clairement pas une réédition. Même si je comprends pourquoi on peut se poser cette question, parce que le titre, en termes de couverture, fait un petit peu old school. Glénat s'est payé quand même le luxe de proposer une petite version, comment on appelle ça pardon, je dis Glénat depuis le début, mais non, pas du tout. Match, c'est chez Kazé, pardon, excusez-moi. C'est chez Kazé. Et Mad, du coup, c'est payer le luxe d'une version. Pourquoi je dis Glénat parce que je trouve que ça va tellement bien ça irait tellement bien chez Glénat. Mais non, c'est chez Kazé. Du coup, il s'est payé le luxe d'une version collector, donc c'est juste un vernis sélectif supérieur avec une jaquette tirage limité, avec une petite plaque holographique pour 1€ de plus. En vrai, rien d'exceptionnel, mais plutôt chouette, voilà. Mais my bad. Donc du coup, Mad, c'est chez Kazé. Et j'ai écrit Glénat, hein. Je veux vraiment que ça soit Glénat, hein. Et non, c'est bien chez Kazé, hein. Je vais le refaire à chaque fois, pour être sûr. Et du coup, euh, le synopsis, l'histoire. On va suivre un jeune homme, enfin un homme qui s'appelle John. Voilà. John, pour refaire un petit peu un contexte d'abord général, on est dans un monde un petit peu qui correspond au nôtre. Il y a une espèce de d'attaque alien, voilà, qui vous fera fortement penser à Alien, vraiment le film Alien. Je trouve qu'il ressemble vachement à des xénomorphes pour des aliens. Et typiquement voilà. Et dans Mad, du coup, l'humanité est sur le point de s'éteindre, hein, vraiment. Ils ont vraiment perdu le combat contre les aliens. Et John est avec un groupe de survivants et avec sa sœur. Et tous les deux, ils vont essayer un petit peu de. Ils suivent un espèce de meneur qui a une espèce de radar et leur objectif, ce serait de retrouver une espèce de zone sûre. Chose qu'ils essaient de faire, sauf que bah, la route est forcément semée d'embûches. À tout moment, ils peuvent se faire buter par des aliens. Ils font attention, mais voilà, la faim les tiraille, la soif les tiraille. Ils peuvent se faire tuer à n'importe quel moment. Et en plus, bah, on est dans un monde post-apo, donc forcément, il n'y a pas que les aliens qui sont menaces, il y a aussi les humains qui sont des menaces, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on va retrouver un personnage jeune qui est vraiment à bout, qui est sur le point de. Enfin, il est vraiment. Il veut il est en mode vas-y, à quoi ça sert, à quoi ça rime tout ça, autant en finir. Jusqu'au moment où le leader leur dit attendez, on a trouvé un signal, il y a un signal qui avait. Il dit ouais, mais si c'est un piège et tout, tant pis. De toute façon, mort pour mort, on va y aller, et même si c'est un piège, tant pis. Ils y vont, ils tentent d'y aller, et le groupe de survivants qui composait à peu près d'une quinzaine de personnes, concrètement va se faire réduire en charpie par une attaque d'aliens qui est provoquée par un des humains du groupe qui marche sur une mine. Et oui, parce que du coup, quand tu t'approches de la zone sécurisée, on va dire, bah il y a des mines, parce que bah faut bien se protéger des menaces que sont les aliens. Donc, le groupe de John va, tant bien que mal, survivre à ça, en se faisant sauver par des soldats et une espèce de groupuscule, voilà, de survivants qui ont récupéré un ancien bunker et tout ça. Et John va intégrer cette base.
Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas lu que le premier tome. J'ai dévoré la suite parce que j'achèterai la série. Genre, voilà. J'ai dévoré la suite sur des plateformes de lecture. Tout simplement. Je suis allé jusqu'au tome 6 parce que je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai vraiment été happé par le titre. J'ai trouvé autant le dessin peut un petit peu rebuté, je le comprends, mais moi étant amateur de Niei, j'ai pas été bloqué. Il y a le titre, il est brutal par moment, mais il est juste normal en fait. Et si vous êtes amateur, typiquement, moi j'aime beaucoup Fire Punch de l'auteur de Chainsaw Man. Bah, typiquement, c'est le genre de titre que je cherchais en fait. Un MAD, c'est vraiment le genre de titre que je cherchais pour pouvoir espérer un espèce de renouveau dans cette boucle de post-apo, avec des intrigues qui se profilent, avec une humanité qui est à bout, tu vois. C'est vraiment une dystopie par excellence. Et je spoile pas, mais la suite est vraiment. Elle a dépassé mes espérances personnellement. Je trouve vraiment chouette comme titre. Il y a des plot twists qui sont bien foutus. Il y a un rythme qui est bien fait. Non, non, ça reste vraiment un titre qui pour moi coche toutes les bonnes cases. Vraiment là-dessus, c'est carton plein. D'où mon coup de cœur, et c'est un franc coup de cœur, tu vois. C'est vraiment, c'est pas en mode ah ouais, il est vraiment bien, mais non, il n'y a pas de mais. Le premier tome, seul hic, je trouve que le premier tome est un peu trop introductif. Je m'entends, hein. Mais du coup, il installe un rythme plutôt lent qui va s'accélérer après. Mais c'est un tome qui a besoin de prendre. Enfin, c'est une série qui va prendre un petit peu de temps au début. Et c'est pour ça que j'étais en mode, vas-y, on a un potentiel de fou. Je veux pas. Je veux pas rester comme ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas kiffé une série. Voilà, à ce point-là. Donc, gros coup de cœur sur Mad. Chez Kazé, hein, du coup, j'insiste, hein, c'est chez Kazé. Gros kiff pour ma part, et puis voilà quoi. Donc je vous encourage, si vous avez l'occasion, à découvrir Mad, parce qu'en plus il se vend, mais c'est pas non plus la meilleure vente de l'année. Les gens sont méfiants maintenant avec le label Kazé. Je comprends, tu vois. Mais quand tu arrives avec ce genre de série là, je suis en mode waouh. Enfin, si c'est ça votre nouvelle ligne éditoriale, enfin, si vous signez ce genre de titre, allez-y, hein. Quand vous voulez, hein. Moi je reviens, je vais commencer à vous faire confiance, tu vois. On peut pas faire confiance totalement à Kazé, on sait comment ça fonctionne, mais il y a des titres vraiment un titre comme ça, je peux pas le laisser passer. Donc voilà pour Mad chez Kazé. 6 tomes en cours au Japon. Hyper hâte de lire la suite, tout simplement. Donc voilà pour Mad, je disais. Et je vais parler du prochain titre, que va être Cosmos, aux éditions Kiyun. Et le nom de l'auteur veut peut-être vous parler de Ryuhei Tamura. Parce que Ryuhei Tamura, c'est un auteur qu'on a déjà eu plusieurs fois en France. Sa série la plus connue étant Belzebub, voilà, hein. Mais il a fait d'autres séries aussi, plus récemment. Il avait fait un Grimari il y a peut-être 4 ans, et il avait fait plus récemment Badass Cop and Dolphin, qui était complètement what the fuck. Là, on repart sur une base qui est moins délirante, faut dire ce qui est, mais qui est d'autant plus intrigante, et j'ai trouvé vraiment très intéressant. Cosmos, on va être dans notre monde à nous, voilà. On va suivre un jeune lycéen qui s'appelle Kaede. Et Kaede, il a un pouvoir qui est plutôt chouette, mais qui lui plombe un peu son quotidien. Il a la possibilité de sentir une odeur nauséabonde quand quelqu'un ment. Voilà, il peut déceler le mensonge de quelqu'un grâce à son odeur. Bon, vous allez me dire, c'est un peu chelou, soit, why not. Ça le plombe un petit peu parce que il sait qu'il tourne dans son quotidien, il y a des gens qui mentent en permanence, et que voilà, il arrive pas trop à se lier, à se faire des amis à cause de ça. Et un jour, il y a une jeune fille qui va intégrer l'école. Cette jeune fille lui parle, elle parle à tout le monde, et elle ne dégage absolument aucune odeur. Tout ce qu'elle dit est là, pure et vérité. Et il est en mode, c'est pas possible. Depuis que j'existe, depuis que je suis né, il y a littéralement que des gens qui mentent autour de moi. C'est impossible que cette fille mente. Et cette jeune fille, surtout, elle est un peu chelou, quoi, en fait. On va dire ce qu'il y a, hein. Elle va commencer à parler à Kaede, à lui dire oui, moi je cherche un. T'aurais pas vu un membre de ta classe, il a disparu il y a quelques jours, c'est pour un client. Et là il dit des conneries, et là il voit qu'il n'y a pas d'odeur, en fait il n'y a pas d'odeur nauséabonde, donc c'est-à-dire qu'elle dit la vérité.
Et là, il fait comment ça? Et, Kaede va se retrouver un petit peu dans une situation qui va le dépasser, c'est que son camarade de classe est en fait un extraterrestre. Et là, vous allez me dire, oh putain, ça part en vrille. Non, ça part pas en vrille forcément. Pourquoi? La jeune fille qui vient d'arriver dans l'école fait partie d'une société qui s'appelle Cosmos. Et Cosmos, c'est une société d'assurance pour les aliens en voyage sur Terre. La Terre fait partie des planètes de niveau 2, ils appellent ça. Ça fait partie des planètes qui ne peuvent pas voyager dans le monde spatial. Par contre, il y a du tourisme planétaire, d'autres planètes qui sont elles de niveau 3, qui ont le voyage interstellaire et tout ça, et qui peuvent aller visiter la planète Terre. Mais quand ils vont visiter les planètes Terre, ou alors avoir un visa pour pouvoir habiter sur cette planète, ils doivent respecter certaines règles et ils doivent surtout signer une assurance parce que s'ils ont des problèmes sur Terre à cause de conflits entre extraterrestres, ça fait un peu comme dans le monde à nous, t'as un accident de voiture, là t'as un accident de vaisseau, enfin vous voyez grossièrement, et du coup t'as une assurance qui est là pour vérifier que ça s'est bien passé, que la personne dit pas de bêtises, etc. Et concrètement, c'est une assurance qui marche aussi pour les assurances vie, qui marche aussi pour les assurances de véhicules, qui marche aussi si un extraterrestre fait des conneries sur Terre, va commencer à blesser des terriens parce qu'il a des capacités supérieures, et l'assurance va arriver en mode on va devoir enquêter sur vous et peut-être vous coller des amendes, quoi. Donc vraiment, le concept, voilà, comme tu dis Stream, je trouve le concept est super bien pensé de mon point de vue. Et Kaede va surtout, il va se faire un petit peu embaucher par cet extraterrestre. Pourquoi? Parce que elle est en mode dans son métier, en tant qu'assureur, elle doit vérifier que les clients mentent pas, tout simplement. Et il se rend compte Kaede que son pouvoir fonctionne sur les aliens également. Il voit une espèce d'odeur nauséabonde qui sort des aliens quand ils mentent. Et là, elle lui dit, ton don, il m'intéresse. Ça te dirait pas de bosser un peu pour nous? Mais alors, il a pas trop le choix, faut dire ce qui est. Parce que, voilà, il a pas trop le choix. Et Fléau, tu le dis très bien, c'est un peu les Men in Black. Pourquoi? Parce que, typiquement, Cosmos a la capacité d'altérer les mémoires des terriens qui sont dans des situations qui vont voir des aliens en train d'interférer dans le quotidien des terriens, tout simplement. Donc, là, par exemple, vous avez un extrait où il casse la tronche à un alien parce que il a fait des conneries. Tous les terriens qui sont dans la rame de métro, ils se font altérer leur mémoire et tout s'est bien passé. C'est littéralement les Men in Black. Et je trouve ça absolument trop cool. Voilà, le titre est vraiment cool. Il y a vraiment Ryuhei Tamura, je trouve qu'il a trouvé une super bonne idée. Évidemment, on est avec Ryuhei Tamura, donc en termes d'humour, c'est chouette. Voilà, il y a des vannes de temps en temps, c'est plutôt chouette. Les personnages sont bien pensés dans l'ensemble. Non, franchement, c'est des chapitres qui s'attardent sur un alien qui a fait une bêtise et il faut essayer de le retrouver, tatati tatata. Pour l'instant, ça manque un peu de fil rouge, mais le titre a plein de bonnes idées. Voilà, et je trouve vraiment, c'est une belle surprise pour ma part. C'est pas un coup de cœur, mais ça reste un super titre. Voilà. J'attends de voir la suite parce que lui, j'ai pas lu la suite. Il y a 8 tomes en cours au Japon parce qu'on sait que Ryuhei Tamura, il est habitué des séries un petit peu sur le long cours. Mais par contre, c'est un très bon indice. Pourquoi? Déjà, il est très bien noté, je trouve, en France. Et là, il a reçu 9,2 sur 10 avec 10 membres. Donc, on a une note entre 8 et 10 en permanence. Et moi, je lui ai mis 8 perso. Et deuxièmement, en fait, ces séries d'avant, elles ont fait 4 tomes et 5 tomes. Le Hungry Mary, il a fait 4 tomes, et le Badass Cop and Dolphin, il a fait 5 tomes. Donc, on est vraiment dans une optique où le titre va aller un peu plus loin et rencontre un franc succès. Voilà. Faut se le noter quand c'est comme ça, c'est important. Je sais pas où est-ce que jusqu'où ça peut aller, voir comment ça va tourner, etc. Mais c'est une série en tout cas qui m'a beaucoup marqué parce que je l'ai lu il y a peut-être. Là, il était sorti au début du mois, donc le 2 avril. Je l'ai lu quasiment le jour de son arrivée. Et je me rappelle encore vraiment fraîchement quoi, des anecdotes. Donc c'est un titre qui m'a plutôt marqué. Et vraiment, il était intéressant. Voilà, il était vraiment intéressant. Donc, à surveiller. C'est un titre à surveiller. Je sais pas s'il va rencontrer son public comme il le devrait, mais j'espère qu'il va fonctionner. Et par contre, si vous avez aimé Belzebub, on n'est pas du tout dans le même vibe, vous vous doutez bien, mais en attendant, ça reste un titre qui est hyper intéressant, quoi. Du même auteur.
Donc on sait qu'il est capable de faire des séries longues et qui sont intéressantes, parce que Belzébuth était intéressant sur tout le long, j'ai trouvé. À l'époque, c'était 25 tomes, je crois, et c'était intéressant sur tout le long. Bref, voilà pour Cosmos. Et je vais pouvoir attaquer le dernier titre de ma sélection du mois d'avril avec No Devil. Et j'insiste sur No Devil et non pas No Devil, parce que du coup, Senshiro a été clair là-dessus. Il l'appelle No Devil, donc on l'appellera No Devil. Si jamais, bon, vous avez peut-être vu sur le Discord, mais j'ai en ce moment, j'en ai profité parce qu'il y a une super série qui est sortie autour de Senshiro et je vous mets le lien. Il y a la commande pour l'exclamation Senshiro que je vais laisser sur les streams à venir. Sur les streams à venir, pardon. Il y a eu une chaîne YouTube qui a fait un an avec Senshiro et c'est en 3 épisodes. Ça vaut vraiment le détour. Je vous encourage à aller regarder ça si vous avez le temps. C'était vraiment hyper intéressant. Et en plus, on va en parler, je vais vous en parler après, mais Senshiro, il a aussi proposé d'autres titres. Parce que c'est pas la première fois que l'auteur il vient en France. C'est l'auteur également de séries qu'on avait eu avec Sweet Concrete, qui était fini en 3 tomes aux éditions Ekana également. C'était un titre qui était sorti il y a 3 ou 4 ans. Je dirais 3 ans. Même 4 ans même. Moi personnellement j'avais beaucoup aimé. Qui n'a rien à voir avec le titre que je vous présente aujourd'hui, hein, je le dis tout de suite. Mais qui était vraiment très chouette, qui avait des défauts, mais qui était brut et que j'avais trouvé vraiment chouette à l'époque. J'avais eu la chance de rencontrer Senshiro et qui m'avait dédicacé le tome d'ailleurs. Entre deux, Senshiro, il a vraiment fait un énorme travail sur lui-même, que ce soit sur le côté graphique. Pardon, je vais éternuer. Décidément. Décidément, j'ai pas le tort. Décidément, j'ai pas le temps de me mute, désolé. Et je disais donc, Senshiro, il a beaucoup retravaillé son style entre deux. Il a fait des titres qui ont été disponibles typiquement sur Running to Your Earth, que je vous encourage à lire. C'est vraiment pas long. C'est un one-shot en une quarantaine de pages, qui est un manga silencieux. Du coup, il n'y a pas de dialogue. Et évidemment, tout en noir et blanc, vous vous doutez bien. Mais qui avait eu un franc succès sur la plateforme Manga Plus, qui avait eu genre plus de 700 000 lectures, ce qui est énorme pour la plateforme, qui avait été vraiment salué par la critique. Donc ça c'était entre deux, il y avait eu Sweet Concrete, puis Running to Your Heart, et maintenant, et maintenant il revient avec No Devil. No Devil qui, déjà, en termes de graphique, moi j'ai été bluffé. Pourquoi? Parce que quand tu sors d'un Sweet Concrete, que Senshiro à l'époque il avait un trait qui était plutôt marqué mais assez brut. Voilà, assez brut. Et que maintenant il nous sort des planches qui n'ont absolument plus rien à voir. J'ai été choqué de l'évolution vraiment de graphique de Senshiro. Je m'attendais vraiment pas à un step-up aussi fou. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie de proposer une qualité de dessin maintenant à ce niveau-là. En 3 ans, il a fait des miracles. Et scénaristiquement, mais ça n'a plus rien à voir, parce que No Devil, c'est vraiment une autre histoire. No Devil, c'est un peu dans notre monde à nous, comme, voilà, ça se passe, je crois que ça se passe à la capitale, je crois que ça se passe à Paris. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Lucie, enfin une jeune femme qui s'appelle Lucie, pardon. Lucie, elle a un rêve dans sa vie, c'est de devenir chanteuse. Voilà, vous allez dire, c'est plutôt classique pour l'instant. Attendez. Elle rêve de devenir chanteuse et elle va se rendre à des auditions. Voilà, elle va au conservatoire pour des auditions, sauf qu'elle va tomber sur un chasseur de démons. Et là, vous allez dire, attendez, je viens de dire que c'était notre monde à nous. Oui, mais bon. C'est un univers où il y a des chasseurs de démons, et elle va surtout tomber sur un jeune homme qui s'appelle Léo. Sauf que la première rencontre est littéralement fracassante parce que Léo, en voulant chasser ce démon qu'il est en train de faire, qu'il est en train de bosser, il va bousculer très fortement Lucie qui va tomber et sa guitare va littéralement tomber en 1000 morceaux. Ce qui peut être problématique quand on passe à une audition chez un conservatoire et que t'as besoin de ta guitare. Bref. Lucie est folle de rage. Demande des excuses à Léo, et il va être en mode vas-y, on peut s'arranger, parle pas à mon patron, tout ça, tout ça. Et bah Lucie, elle est quand même
hyper vénère. Voilà, faut dire ce qui est tellement énervée, tellement en dehors d'elle-même, qu'elle va un petit peu perdre les pédales, entre guillemets. Et elle sait pas pourquoi, mais en libérant un peu ses émotions, elle va elle-même se transformer en diable. Et que Léo, bah, s'empresse un peu de chasser. Voilà. Donc, vous allez littéralement avoir une espèce de... Comment dire? De scène d'action, mais en même temps, bah, Lucie et Léo vont parler entre eux, voilà, commencer à échanger entre eux. Le courant va plutôt bien passer, même si c'est plutôt une relation chat-chien, mais tu sens qu'il y a plus que ça. Tu sens qu'il y a une petite romance qui est en train de se mettre en place en même temps. Je trouve ça vraiment hyper rafraîchissant que Senshiro soit sorti de son style qu'on avait sur Sweet Concrete, qui était plutôt c'était pas un thriller, mais c'était plutôt un titre un peu plus d'action, aventure, mais un peu plus basé sur de l'énigme. Ah ouais, quand même sur du thriller. Là, on a vraiment un titre qui est beaucoup plus frais, et ça fait vraiment du bien. Graphiquement, je disais, personnellement, c'est un gros kiff. Et les planches où Lucie se transforme, mais quel bonheur! Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Et c'est pas les meilleures planches, hein. Il y a vraiment plein de clins d'œil d'ailleurs, si jamais dans tout le titre. Ça va être du clin d'œil sur des auteurs français, mais en même temps, ça va être aussi des clins d'œil sur des auteurs... typiquement, sur la couverture, elle porte le t-shirt No Pie, qui est pour moi un gros clin d'œil à One Punch Man, tout simplement. Il y a des petits refs aussi à Dan Dan, parce que Senshiro est très très fan de Dan Dan récemment. Donc forcément on va avoir des refs. Il y a des refs un petit peu partout. C'est très chouette. Et franchement, moi j'ai été... Bah après, je suis un petit peu subjectif parce que du coup, j'ai recommencé à voir son travail via le prisme des vidéos YouTube que je vous ai mis le lien. Mais ça n'empêche que pour un artiste, ça fait vraiment plaisir d'avoir un artiste français qui a de bonnes idées et qui essaie de mettre ça en place. Également dans le titre, de mémoire, il y a un QR code avec une playlist Spotify que Senshiro a composée qui vous permet d'écouter des musiques en même temps que vous lisez. C'est pas forcément des musiques qui vont être à caler sur un rythme de lecture, c'est plutôt des musiques dans l'ambiance des chapitres. Il a composé une musique par chapitre, voilà. Et comme sur la couverture, elle a sa guitare, va se battre avec de la musique. On va dire que la musique, elle fait partie inhérente du titre, mais elle va pas se battre avec sa guitare, par contre. Il y a le côté médiator, il y a un petit médiator, tu vois, donc il y aura un petit peu des vibes, il y aura des références musicales, mais elle va pas forcément se battre. Je vais pas parler de la transformation parce que j'ai trop envie que vous voyez par vous-même la transformation, mais il a intégré plein de bonnes idées. Juste un indice, Lucie, on la voit avec des rollers dans la première fois, et les rollers vont être intégrés, voilà, par la suite, à son diable, tout simplement. Et rien que pour ça, tu vois, il y a de très bonnes idées. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très très chouette. Donc, le côté musical, moi personnellement, vous le savez que le côté musical pour moi c'est pas mon fort, mais il y a vraiment un effort de fou. Donc, je suis obligé de le saluer, tu vois. Parce que les mangas musicaux, c'est pas pour moi, je le dis à chaque fois. Sauf exception. Mais là, peut-être que celui-ci va faire partie des exceptions. À voir la suite, évidemment. Mais en tout cas, ça fait partie des titres que moi je vous encourage à soutenir parce que cette Chiro, il a tellement bossé dessus que du coup, je trouve ça serait. Je dis pas que les autres bossent pas dessus, attention. Sur leur titre, je dis pas ça, hein. Mais c'est juste que là, il y a vraiment eu un step-up de fou en 3 ans, quoi. Et rien que pour ça, il faut saluer la performance. Enfin, je trouve. Et même sur les réseaux sociaux, il est génial, ce type. Ça aurait pu être sympa comme le directeur du lycée de Kyoto dans Jujutsu Kaisen. Ouais. Mais bon, après, tu peux pas aller partout. Hein. Tu peux pas. Il y a déjà des refs un petit peu partout, donc. C'est pas T'as changé, c'est pas la première fois que tu lui présentes un titre musical que tu as aimé. C'est pas la musique au cœur du titre. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas la musique qui est au cœur du titre, c'est plus la romance, je trouve, qui va se délivrer en fil rouge. Et franchement, ça reste un titre qui est très chouette. Ça reste un titre qui est vraiment très très chouette. Moi, je l'ai acheté à titre perso parce que je veux soutenir Senshiro, je l'ai soutenu sur Sweet Concrete. Je l'ai soutenu sur Ending to Your Heart, je vais le soutenir sur No Devil, et je trouve que actuellement No Devil c'est de très loin son meilleur titre. Voilà. C'est rien qu'avec un tome 1, tu vois la quantité d'efforts qui a été apporté, c'est impressionnant. Vraiment c'est impressionnant.
Donc voici pour les nouveautés du mois d'avril. Donc je vous ai parlé de 4 titres. Je vous ai parlé de Meteoria aux éditions Kurokawa. Je vous ai parlé de Mad pardon, aux éditions Kaze. Je vous ai parlé de Cosmos aux éditions Kiun. Et je vous ai parlé également de No Devil aux éditions Kana. Commencer à attaquer la deuxième partie de l'émission qui va être ma partie sur les lectures récentes. Alors, comment vous dire? 4 séries terminées. Deux que j'ai fini il y a pas longtemps et deux que j'ai voulu représenter. Bon, je les ai présentés mais il y a très longtemps. Je trouve que c'est toujours intéressant de revenir sur des choses que voilà que l'on avait on aime et que de les remettre en avant de temps en temps, ça fait toujours du bien. J'ai regardé, toutes les séries sont encore dispo, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous parler de 4 titres. 4 séries finies et 4 nouvelles séries commencées. Le compte est bon pour ce live. Moi, j'ai essayé de faire tout bon, voilà. Non, parce que des fois, ça peut être des lectures récentes en cours. Et là, c'est encore autre chose. Mais là, non, c'est vraiment 4 séries terminées. Je vais vous parler Dans un recoin de ce monde, titre terminé aux éditions Kana en 2 tomes. Je vais vous parler de Gunmars Chronicle aux éditions Glénat, terminé en 11 tomes. Je vais vous parler de L'Enfant et le Maudit aux éditions Komiku, terminé en 11 tomes et 11 tomes également. Et enfin, je vais vous parler du Siège des Exilés aux éditions Akata, terminé en 2 tomes. C'est du 2-11-11-2, hein. Vraiment là, j'ai pas fait exprès. On est raccord. Parce que en plus, 1 plus 1 égale 2, tout est en 2. Bref, allez, on va y arriver. Compliqué ce soir. Oula. Bon, je pense que vous connaissez peut-être les 4 titres. En vrai. Ah, peut-être pas, en vrai. Vous connaissez tous les titres ou pas? Il y en a 2, je pense que vous les connaissez. En tout cas, Gun, vous connaissez peut-être la licence majeure. J'ai envie de dire. On en a déjà parlé. L'Enfant et le Maudit, je pense que vous connaissez tous. Ça reste pour moi un très bon titre, mais du coup, je vais en reparler, ça fait longtemps. Il y a juste Dans un recoin de seconde, peut-être pas. Et Le Siège des Exilés est pas si connu que ça. Non, oui, mais j'ai lu que L'Enfant et le Maudit. Ok. C'est un excellent titre. C'est pour ça que je voulais en reparler d'ailleurs. Pas pour rien. Enfin, voilà à peu près. Dans un recoin de ce monde, je me demande si j'ai pas vu le film, ce qui est fort probable. Gun, j'ai vu que le manga d'origine en 9 tomes et les autres que de nom. Ok. Ah, c'est marrant que t'as pas lu L'Enfant et le Maudit, Doc. Putain, c'est ta cam pourtant, ça. Enfin, je pense que c'est ta cam, en vrai. Et ouais. 1 et 1 égale 11. Oui, je sais. Du CVD, toi-même, tu sais. Mais bon. Bref. Donc, je vais commencer tranquillement avec le titre Dans un recoin de ce monde de Fumio Kuno. Fumio Kuno, c'est une autrice que vous connaissez sûrement pour un titre qui s'appelle Le Pays des Cerisiers. J'ai toujours un doute si c'est autant des cerisiers ou Le Pays des Cerisiers. Parce que je le mélange tout le temps. Mais c'est l'un des deux, voilà, qui est le plus connu. Elle a fait aussi pour Sanpei, elle a fait aussi Le Coin des Fleuristes. Les fleuristes du coin de la rue. Oh là là, les fleuristes du coin de la rue. Le Pays des Cerisiers, merci Stream. Enfin voilà, elle a fait plusieurs titres. Son plus connu reste Le Pays des Cerisiers. Dans un recoin de ce monde et Le Pays des Cerisiers ont tous les deux été adaptés en film, qui ont été des films très très importants. Voilà, c'est des titres historiques qui sont absolument essentiels, je trouve. Et Dans un recoin de ce monde de Fumio Kono va plutôt tourner autour d'une période historique particulière, que vous doutez bien, parce que c'est une période historique qui est assez centrale dans les œuvres de Fumio Kono. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Suzu dans cette série. Et Suzu, c'est une fille qui est native d'Hiroshima. Voilà. Elle va devoir quitter Hiroshima dans un contexte qui est très particulier, que vous doutez bien. Elle va quitter Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, juste avant... Non, pendant la Seconde Guerre mondiale, je dis bien. Dans les années... je crois que c'est dans les années 40. Donc déjà, c'est compliqué parce que du coup, forcément, elle arrive dans une ville qui s'appelle Koulé. Et Koulé, c'est une ville qui est
très particulière parce que ça va devenir une base navale hyper importante pour le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Suzu va devoir, on va dans l'histoire, on va alterner des moments de vie quotidienne avec Suzu qui va juste faire sa vie entre guillemets, qui est femme au foyer, qui va devoir un petit peu faire à manger, qui est pas très douée en plus dans les tâches ménagères, qui va devoir apprendre un peu sur le tas, qui c'est un mariage qui est clairement arrangé, donc elle va devoir apprendre à aimer son homme aussi, enfin vraiment, elle va tout apprendre. Et bah vous vous doutez bien qu'en 1945, il va se passer des dingueries à Hiroshima. Voilà. Donc je vais pas vous l'apprendre, hein, ça vous connaissez tous maintenant. Et bah forcément, bah on va suivre un petit peu aussi son point de vue, bah en étant avec sa famille qui est restée à Hiroshima. Elle qui veut rentrer, mais qui en même temps, on est dans une période où militairement c'est hyper compliqué, donc du coup tu peux pas bouger comme tu veux. La famine, elle est là en permanence. La mort tourne autour de beaucoup de monde. Elle va se lier d'amitié avec quelques personnes du voisinage, mais par exemple, elle va se lier d'amitié avec une fille qui travaille dans un bordel, voilà, par exemple, qui avait été également extrêmement jalouse parce qu'elle suppose que son homme est va se voir cette fille dans ce bordel. Elle va tomber amoureuse d'un autre militaire. Enfin, vraiment, c'est tout un pan de vie d'une personne que l'on retrouve sur le titre Dans un recoin de ce monde, qui est vraiment très chouette. Si vous avez aimé Le Pays des Cerisiers, je vous encourage à lire Dans un recoin de ce monde. C'est une autre tonalité, c'est un autre point de vue sur cette période historique particulière, qui est très intéressante. Le seul hic, c'est que des fois, je trouve que les scènes, les compréhensions de l'histoire sont un petit peu brouillonnes. La compréhension est un peu brouillonne par moment. Mais ça reste un titre qui est absolument un classique à mes yeux. Et que je peux que vous encourager à lire. L'avantage, c'est que Kana en a fait une série maintenant qui est terminée en 2 tomes. C'est un beau bébé, c'est les grands formats chez Kana de la collection Made in, donc ça reste quand même des titres de très belle facture dans l'ensemble. On est à 16€, ils sont hyper facilement trouvables d'occasion si jamais. Enfin voilà, vraiment je vous encourage, c'est un titre qui était sorti, qui était reparu il y a 2 ans. Voilà. Euh, du coup en réédition chez Kana. Je trouve que ça fait partie des titres qu'on devrait tous un petit peu avoir dans notre fond quand on travaille en librairie ou quand on veut découvrir un petit peu l'histoire du Japon, l'histoire récente du Japon. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue un petit peu des habitants, ou en tout cas de retranscrire le point de vue des habitants, parce que du coup Fumio Kono n'a pas vu, c'est pas comme l'auteur de Gen d'Hiroshima, tu vois. Lui, dans Gen d'Hiroshima, l'auteur il a vu la bombe littéralement. Elle l'a pas vu, mais en tout cas elle a eu des retranscriptions, voilà, des membres de sa famille, à ce que j'ai compris, etc. Donc c'est quand même un titre qui est hyper important. Et je l'ai trouvé très intéressant personnellement. Même si faut s'accrocher par contre, il y a des passages qui sont un petit peu raides, faut s'accrocher. Mais ça reste un titre qui est très intéressant. Donc voici pour Dans un recoin de ce monde de Fumio Kuno. Et je vais pas forcément m'attarder très longtemps sur le titre parce que du coup je pense que tout est dit et je vous laisse vraiment le découvrir. Il a que 2 tomes en plus, donc voilà, il a vraiment cette force. C'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue sur cette période de Japon, totalement, totalement. Il y avait 2 titres qui étaient sortis, bon, vous avez Peleliu Guernica of Paradise qui est absolument essentiel pour moi à le lire, c'est aux éditions Vega. Il y avait du coup Gen Hiroshima aux éditions du Tripode. Il y a... Je parle juste en manga, attention. Il y a vraiment Au Pays des Cerisiers, voilà, ou même Dans un recoin de ce monde de Fumio Kuno. Et de mémoire, il y a Cocon aussi, qui est vraiment très intéressant, qui était aux éditions Imo, In My Honest Opinion. Et je pense que c'est à peu près tout. Enfin, je m'entends quand je dis que c'est à peu près tout, mais je pense que ces titres-là qui sont un peu les titres majeurs de cette période-là. Et qui sont pas romancés plus que ça, tu vois. On est plus sur du tranche de vie historique, du récit non fictionnel, et qui retrace un peu ces périodes historiques-là. Je suis certain d'en avoir oublié parce que je les connais pas tous, mais ces 4-là sont vraiment hyper intéressants. Donc après, voilà, il y a
il y a le côté graphique qui peut un petit peu rebuter. Mais si vous avez l'occasion, j'en ai déjà parlé, lisez Gain, lisez le Pays des Cerisiers, lisez ces titres-là en vrai. C'est Peleliu est absolument incroyable, je trouve aussi. C'est encore un titre un peu à part, Peleliu, Guernica of Paradise, mais ce titre, quelle claque, bref. Donc voici pour Dans un recoin de ce monde aux éditions Kana, donc je disais. Et je vais parler du second titre, du coup, qui va être Gun. Alors, je vais parler de Mars Chronicle. Déjà, si vous connaissez pas forcément Gun, c'est une série bon, qui est plutôt très connue, on va dire maintenant. Gun, c'est l'histoire initiale. L'auteur avait dû terminer Gun plus vite que prévu, donc il a sorti Last Order, qui est techniquement la suite de Gun, qui est aléatoire en termes de qualité, on va dire ça comme ça. Et Mars Chronicle, du coup, c'est le préquel de Gun. Voilà, c'est la naissance, enfin c'est la jeunesse du coup de Gali. Voilà, et qui on va suivre comment elle arrive à devenir un petit peu cette combattante hors pair par la suite. Mars Chronicle a ses avantages, enfin il est intéressant dans l'ensemble. Voilà, je vais pas spoil, c'est pas le but. C'est un titre qui est très intéressant pour suivre l'enfance un petit peu de Gali, pour voir que Gali de base c'est pas le personnage le plus fut du monde, hein, clairement. C'est juste une gamine qui sort un peu qui sort de la rue et qui, du coup, voilà, qui est juste enfin, c'est une orpheline de guerre. Elle a vu des atrocités. Elle est avec sa meilleure amie qui est un personnage assez particulier, faut dire ce qui est, et qui vont être un petit peu ballottés dans différents endroits, voilà, où la guerre fait rage en permanence, et puis tu peux vraiment mourir à chaque coin de rue. Enfin, vraiment, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est vraiment assez dur. On suit l'enfance de Gali qui est vraiment misérable. Et on voit comment elle arrive à devenir un petit peu la Gali qu'on connaît maintenant. Voilà à peu près pour Gun Mars Chronicle. Si je devrais en avoir un avis un petit peu plus perso, j'ai pas forcément... la série, elle est terminée en 11 tomes. J'ai lu le dernier tome, j'ai pas compris la fin. Désolé, hein, voilà. Je spoil pas, mais moi, j'ai pas compris. C'est un titre que j'ai trouvé plutôt brouillon dans l'ensemble. Comme un Last Order, en fait. Et... Ok, c'est intéressant de l'avoir, mais je sais pas si je vais le conserver en vrai, hein. Autant Gun, mais de base, la série initiale est vraiment magistrale. Voilà, je vous encourage vraiment à lire Gun si vous avez l'occasion, les 9 tomes là. Il y a des arcs qui sont absolument incroyables. Vraiment, il y a des arcs qui sont légendaires, je trouve. Et pourtant, j'étais pas le premier défenseur de Gun, mais maintenant je comprends les gens qui apprécient Gun. Je comprends pourquoi vous le défendez corps bec et ongle, on va dire. Mais les séries qui sont un petit peu à côté, c'est vrai que la qualité, elle est pas trop là, quoi. Mars Chronicle est quand même au-dessus d'un Last Order, parce que Last Order, vraiment, il y a tout et de rien, hein. C'est un peu compliqué. Mais là, on sent que ça a été fini dans la douleur, quoi, le Mars Chronicle, je trouve. Voilà, c'est juste mon point de vue. Je voulais faire un petit retour dessus, parce que je trouve que au moins ça permet un peu de coller à l'actualité, parce que Mars Chronicle, il est sorti il y a pas longtemps. Le dernier tome, là, il est sorti le mois dernier, voilà, 18 mars. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de boucler un peu la boucle. Je me suis dit, autant y retourner et, ouais, et de boucler le truc, parce que j'avais déjà fait une chronique sur Gum. Et j'avais déjà parlé un peu dans les blabbers, on avait déjà parlé de Gum dans l'ensemble de l'univers, Last Order, Mars Chronicle et tout. Et j'avais dit que je reviendrais sur Mars Chronicle quand la série serait terminée. C'est chose faite, la série est terminée, maintenant on peut passer à autre chose. Mais à titre perso, je pense pas que je vais conserver la série. Gun, je la garde avec grand plaisir. Les spin-offs, je ne sais pas. Voilà. Le séquel et le préquel, je sais pas. Mais en attendant, lisez Gun, c'est magnifique. C'est un titre qui est absolument magnifique. Après, les couvertures sont chouettes, par contre. Ça. Et les dessins sont toujours chouettes. Les arrière-plans sont toujours chouettes. L'environnement, le lore et tout, c'est toujours chouette, mais c'est un bordel. Ouais. Ça reste un bordel, je trouve. Donc voilà, je voulais y revenir pareil un petit peu. Je m'entends pas rapidement, mais du coup, ça me laisse un peu plus de temps pour parler d'une série que je trouve absolument magistrale, qui s'appelle L'Enfant et le Maudit, aux éditions Komiku, terminé en 11 tomes, auquel vous pouvez ajouter un petit supplément, du coup, il y avait un petit titre en plus,
de Komiku. Attendez. Il est juste là, voilà. Il y avait un petit supplément qui était sorti derrière, sans compter les petits carnets aussi. Il y avait des petits carnets de supplémentaires. Et il y avait un petit supplémentaire qui s'appelait Cher Journal, voilà. Qui était sorti à la fin, qui est un petit peu une espèce de conclusion supplémentaire, qui est très très chouette. Voilà. Concrètement, l'enfant et le maudit, bon, Nagabe, je reviens pas forcément sur lui, enfin, je vais revenir un peu sur lui parce que du coup, il a fait d'autres séries, mais c'est Komiku qu'on a profité un peu du succès de l'enfant et le maudit pour sortir les autres séries de Komiku. Il a fait une série qui s'appelle Wise Wise Beast, c'est ça, The Wise Wise Beast. Et il avait fait un one-shot pardon, qui s'appelait The Wise Wise Beast. Et il avait fait un autre one-shot qui s'appelait Le patron est une copine. Voilà. Qui sont tous les deux sortis en France. Ça aide à la compréhension de la fin ou pas, car je suis pas sûr d'avoir compris. Ça peut t'aider à avoir une meilleure vue d'ensemble sur le titre, le cher journal. Il va t'aider à avoir une meilleure vue d'ensemble sur le titre. Et sur la relation que tu as entre le professeur et la jeune fille. Voilà, je trouve que ça apporte un petit peu de supplément, mais ça va, ouais, ça va peut-être un peu éclairer sur la relation. Voilà, mais pas forcément sur la fin en elle-même. Si jamais je reviens un petit peu sur la série en elle-même maintenant, dans l'enfant et le maudit, on est dans un monde où les gens, il y a les gens de l'intérieur et il y a les gens de l'extérieur. Les gens de l'intérieur sont des humains qui vivent dans des espèces de cités médiévales, on va dire. Et il y a les gens de l'extérieur. Et les gens de l'extérieur, on ne sait pas pourquoi il y a une espèce de peste qui s'est mise en place. Et les gens de l'extérieur ont tous été contaminés et se transforment jusqu'à se cristalliser un petit peu en ces créatures, en ces maudits, tout simplement. Et on va suivre une jeune fille qui un jour est déposée à l'extérieur. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, de mémoire c'est ça. Cette jeune fille s'appelle Shiva. Et elle va se faire recueillir par un professeur. Voilà, qu'elle avait un maudit, qu'elle appelle professeur. Ce qui est assez particulier, c'est que normalement, chaque personne qui touche, enfin, qui va dans l'extérieur, est censée être contaminée. Et du coup, dès qu'un maudit touche un humain, cet humain se transforme. Sauf que, bah, on a l'impression que Shiva, elle est pas forcément sensible à ça. Comme si Shiva était un petit peu différente. On sait pas trop, voilà. Et bah du coup, le professeur va au fur et à mesure de l'histoire, il y a vraiment une relation qui va se tisser qui est hyper belle entre Shiva et le professeur. C'est une relation qui est, c'est pas de père à enfant, vraiment pas. C'est vraiment une relation hyper respectueuse. C'est vraiment, il va l'aider dans sa tâche quotidienne, mais Shiva, elle est aussi, c'est vraiment une enfant qui va vraiment vouloir aider en contrepartie le professeur. Et de la hauteur de ses mains d'enfant, tu vois, mais elle fera ce qu'elle pourra. Mais c'est vraiment une très belle relation qui va se nouer entre deux. Euh, et il y a une intrigue qui va se mettre en place, qui est vraiment hyper chouette. Si vous aimez des titres comme The Ancient Magus Bride, avec un fond un peu fantastique, avec un folklore, moi je trouve que c'est un peu un folklore celte, un folklore un peu irlandais, tu vois, ce genre de choses. Et bah, vous allez adorer parce qu'il y a vraiment toute une ambiance qui se met dans le titre qui est assez folle. Le dessin de Nagabe aide beaucoup. Je trouve que c'est un dessin qui est unique. J'ai jamais revu ça dans les autres planches. C'est un dessin qui est très sombre, mais en même temps qui a vraiment ces moments où c'est hyper lumineux et après, paf, ça repart vraiment dans les noirceurs, vraiment dans les ténèbres avec tout un lore qui se développe, avec plein de petites créatures aux alentours. Vraiment, c'est magnifique. J'ai adoré l'ambiance qui se dégage de ce titre. Et je ne l'ai jamais encore retrouvé, cette ambiance. C'est pour ça que j'aimerais tellement que Nagabe ressorte une série de cet Akabi. Mais je sais pas. Je sais pas si ça va se faire. Série terminée en 11 tomes, du coup, chez Komiku. Comme disait Doc, c'est vrai que c'est une série qui est pas forcément simple, je trouve, à trouver en librairie. Parce que c'est une série maintenant qui est un petit peu,
pas dire vieillotte, mais je m'entends. Elle s'est terminée à 5 ans quand même. Mais c'est une série qui est toujours disponible. Donc n'hésitez pas à le commander en librairie. Et ça peut peut-être remotiver un petit peu les libraires à le reprendre. Moi je trouve que c'est un titre qui vraiment est absolument sublime. Et vraiment, n'hésitez pas à franchir le pas sur L'Enfant et le Maudit. C'est vraiment c'est une pépite rare pour moi ce titre. Et pour ça je voulais en parler, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Et... ouais, moi toute la série vaut un bon 9 sur 10 en vrai dans l'ensemble, hein. C'est vraiment un titre qui est très très chouette. Et ce qui va nous emmener vers le dernier titre de ce live manga, où je vais vous parler changement d'ambiance total, du siège des exilés de Akane Torikai. Je sais que c'est un titre qui est pas tant connu que ça. C'est une autrice que vous connaissez peut-être, qui a pas mal de titres en vrai sortis en France. Je pense que son plus connu reste En proie au silence, qui est absolument bouleversant. Voilà, c'est le terme. Plus récemment, on avait eu Saturn Return qui était sorti il y a peut-être 4 ans, je pense. 3 ans, et je crois qu'il est toujours en cours. On avait un one-shot qui s'appelait Sans préambule aussi. Enfin bref, on a eu plusieurs titres de Akane Torikai. Et on avait eu Le Siège des Exilés qui, pareil, était sorti il y a 5 ans. C'est une duologie, du coup, de ce titre-là. De pas craquer, allez hop, je sors la CP. Pardon, Doc, excuse-moi. Comme d'habitude, tu t'enverras un petit message à ton banquier et tu diras que c'est pas de ta faute, tu diras que c'est de la mienne. Et Akane Torikai, c'est une autrice qui est hyper intéressante, je trouve, dans ses titres. C'est une autrice qui est vraiment ouvertement féministe et qui va plutôt aborder des sujets sur la place de la femme dans la société via des histoires qui sont plutôt fictionnelles. Pas dans tous les cas, mais dans certaines de ces histoires. Et Le Siège des Exilés en fait partie. Dans Le Siège des Exilés, on va être dans une histoire où on est une espèce de... On est vraiment dans une dystopie en fait. Où c'est dans un monde où il n'y a quasiment plus d'hommes. Voilà. Il reste majoritairement des femmes. Et la majorité, le peu d'hommes qui restent, du coup, pour faire prospérer un petit peu l'humanité, vont être des hommes qui vont uniquement servir d'appareil reproducteur, il faut dire ce qui est. Toute la société a été modifiée et altérée parce que du coup la société est passée sur un fonctionnement matriarcal. Il y a... C'est plutôt une vie qui est plutôt tranquille, même si plutôt pauvre, voilà, faut dire ce qui est. On a l'impression que la société s'est un petit peu arrêtée, je trouve, dans Le Siège des Exilés, dans l'ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a plein de personnes qui ont pas forcément adhéré à cette idée de société un peu parfaite et de société matriarcale. Parce que bah ils ont pas forcément... ouais, ils ont pas adhéré au système simplement. Donc en fait, il y a des bidonvilles qui vont se mettre en place et on va suivre des jeunes filles, des jeunes femmes dans ce bidonville. Donc on va suivre... il y a des jumelles, il y a une jeune femme qui est qui est vraiment... qui semble avoir une espèce de secret en elle, on sait pas trop pourquoi. Et il y a également aussi un homme dans ce bidonville qui vit un petit peu en dehors de la société, qui est littéralement un gigolo, faut dire ce qui est. Et surtout, faut pas oublier un truc, c'est qu'on est dans une société où bah, il n'est quasiment plus d'hommes. Alors on sait pas pourquoi, mais en tout cas voilà, c'est le cas. Et on se rend compte en avançant dans le titre que une des jeunes femmes qu'on va suivre, qui s'appelle Sanada, elle a un secret qui serait très fortement lié à le fait que elle aurait peut-être... de mémoire, je crois qu'elle a refusé la naissance d'un de ses enfants qui était un homme. Qui est absolument impossible, hein, vraiment, au vu des yeux de la société. C'est juste elle a refusé de chérir un enfant, quoi. Et c'est là où le titre va prendre aussi son aspect, parce que là on est quand même dans une dystopie, etc. Mais on va avoir un aspect un petit peu vraiment différent. On va avoir aussi l'aspect du point de vue d'une femme qui ne veut juste pas enfanter en fait. Et bah c'est aussi le droit à l'avortement, c'est ce genre de choses. Il y a toujours des messages très, enfin,
sous-jacent en fait dans les œuvres de Torikai, de celles que j'ai pu lire en tout cas. J'avais pu lire Sans préambule, j'avais commencé Saturn Return, j'ai lu Siège des Exilés. Et il y a toujours des messages sous-jacents qui sont très forts, des messages véhiculés qui sont très intéressants. Et là encore une fois, on est sur des messages qui sont très intéressants, qui sont véhiculés dans l'histoire. Donc ça reste une duologie, le titre est facilement trouvable. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le trouver. Si vous voyez des mauvaises notes, ne vous fiez pas à ces notes parce que malheureusement c'est horrible à dire, mais Akane Torikai, du coup, on sait pas pourquoi, elle a des haters en France. Ce sont les personnes qui doivent être enfin, qui doivent être misogynes, tout simplement. Et bah du coup, c'est pour ça que vous voyez souvent des titres de Torikai qui sont un peu décents, mais en fait, c'est juste des gens misogynes, tout simplement. Ce qui est assez triste, enfin, qui est totalement triste, mais bon. Donc ne vous fiez pas aux notes. Essayez de tenter. Si vous adhérez au Siège des Exilés, je vous encourage à lire Le Proie au silence, qui est un titre qui est absolument bouleversant et qui ne laisse pas indifférent également dans la même lignée. Du coup, et graphiquement d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais graphiquement, Le Siège des Exilés, c'est très très chouette. C'est vraiment très très beau. Donc n'hésitez pas à franchir le pas, tout simplement. Et voici qui va clôture mes lectures récentes. Donc je vous ai parlé de 4 titres dans mes lectures récentes, comme d'habitude. Je vous ai parlé de Dans un recoin de ce monde aux éditions Kana, terminé en 2 tomes. Je vous ai parlé de Gun Mars Chronicle, terminé aux éditions Glénat en 11 tomes. Je vous ai parlé de L'Enfant et le Maudit aux éditions Komiku, terminé également en 11 tomes. Et enfin, je vous ai parlé du Siège des Exilés aux éditions Akata, terminé en 2 tomes. Merci YouTube d'avoir suivi cette petite vidéo, d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude s'il y a des titres qui vous intéressent. Je suis toujours preneur de vous lire tout simplement. Et je vous dis à bientôt de YouTube. Allez, des bisous.